26 avril 1986. Tchernobyl est le théâtre d'un scénario catastrophe, le plus grave de l'histoire du nucléaire civil. En quelques jours, dans le monde entier, Tchernobyl devient synonyme de catastrophe impossible. Soviet scientists say all the radioactive leaks have now been stopped. They're pressing ahead with a massive building program to cover the whole of the old Unit 4 in a mantle of reinforced concrete. Finally, the disaster reactor will be hermetically sealed by a layer of concrete, many tens of meters thick in places. Quinze ans après la catastrophe, le sarcophage de 1986 qui emprisonne le réacteur détruit est en piteux état. Plusieurs études ont été conduites pour dresser un état des lieux. Des millions ont été déboursés pour planifier la construction d'un deuxième sarcophage plus stable. Les experts en construction occidentaux n'ont jamais pénétré à l'intérieur du sarcophage. Les données et les résultats dont ils disposent, tous leurs documents de départ proviennent de nous. En réalité, l'objectif de ce plan, c'est justement de ne rien étudier du tout, de se contenter de copier des rapports et de les adapter à la situation. Il y a là de quoi faire vivre confortablement pas mal de gens pendant de très nombreuses années. C'est un vrai scandale. En réalité, ce n'est peut-être pas bon à dire, mais c'est criminel. Depuis des années, Sébastien Pflugbeil tente de faire toute la lumière sur l'accident nucléaire de Tchernobyl. Quelle est l'intensité du rayonnement radioactif? Quelles sont les conséquences sanitaires? Je suis allé à Pripyat, je m'en souviens comme si c'était hier. Les vitres étaient brisées, les maisons avaient été pillées. Il y avait une fête foraine et des haut-parleurs diffusaient de la musique de variété russe, si fort qu'elle résonnait à travers toute la ville. Et la ville était morte. C'était une ville fantôme. J'ai étudié la physique des plasmas. Ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la recherche médicale à l'Académie des sciences. Depuis près de 30 ans, je me consacre aux risques liés aux armes atomiques et logiquement à ceux qui émanent de l'énergie nucléaire en général. J'étais probablement le seul physicien spécialiste de ces questions dans toute la RDA.
Dans les premières 24 heures qui suivent l'accident, aucune mise en garde officielle n'est diffusée pour prévenir la population contre les risques d'irradiation. La Suède est la première à donner l'alarme. Des stations d'observation locales avaient enregistré un taux de radioactivité anormalement élevé jusqu'en Laponie. Je l'ai appris par la radio suédoise. Les premières informations sont venues de là-bas. On a cru que la radio parlait d'un problème dans une centrale suédoise. Et puis très vite, on a appris la vérité. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Nous nous sommes retrouvés en butte aux autorités locales qui ont immédiatement voulu étouffer l'affaire. Les experts et les hommes politiques se sont succédés à la télévision pour dire « On a la situation en main, pas de problème, rien de grave ». Les pompiers de la région qui se rendent en nombre sur le site nucléaire immédiatement après l'explosion du réacteur n'ont aucune idée du piège mortel qui leur est tendu. Au total, plus de 600 000 soviétiques participent aux travaux de déblaiement du réacteur 4. Les chiffres officiels font état de 32 morts dans les premières semaines. Mais selon certains experts, le nombre de victimes serait beaucoup plus élevé. D'après nous, hélas, le nombre de victimes pourrait se situer entre 10 et 20 000 parmi les liquidateurs. Mais nous n'avons aucun moyen de le prouver. On a sciemment empêché que les faits soient consignés. Par la suite, on a falsifié les chiffres et on nous a dit « Prouvez-nous le contraire ». C'est à un jeu très perfide qu'on s'est livré sur le dos des victimes. Значит, вот здесь вот КамАЗ со скоплением куски крыши, рубероид, его нагружаете на носилки, вот сюда подбегаете и на улицу вот сюда вниз бросаете. Achtung, Achtung! Im Zusammenhang mit dem Störfall im Atomkraftwerk von Tschernobyl hat sich eine ungünstige Strahlenbelastung in der Stadt Pripyat ergeben. Um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, wird eine zeitweilige Evakuierung der Einwohner in die nächstgelegenen Orte der Kiewer Umgebung notwendig. Dès le lendemain de la déflagration, les 45 000 habitants sont évacués de Pripyat, la ville la plus proche de la centrale nucléaire. Quelques jours plus tard, ils sont rejoints par 135 000 personnes vivant dans un rayon de 30 km autour du site nucléaire. 10 jours après la catastrophe, les autorités campent sur leur position et réfutent tout risque de contamination dans les villes voisines de Kiev ou de Gomel. C'est seulement après que le gros du nuage radioactif s'est éloigné qu'elles ordonnent expressément aux municipalités d'évacuer les enfants et les femmes enceintes. En juillet 1986, les services secrets soviétiques, le KGB, ordonnent dans un document confidentiel que toutes les informations relatives à la catastrophe et à ses conséquences soient tenues secrètes. La vérité sur la quantité des radioéléments émis par le réacteur qui a explosé lors de la catastrophe ne devait jamais être connue. Le gouvernement soviétique veut montrer au monde entier qu'il maîtrise la situation. Мы рассчитываем, что и они также будут критически и конструктивно рассмотрены, и мы сможем L'homme qui a présenté le premier compte-rendu complet à l'Agence internationale de l'énergie atomique était le professeur Legasov. Il s'est suicidé peu de temps après. Il a laissé une sorte de testament, d'où il ressort que le tableau qu'il a brossé était largement au-dessous de la vérité, dans bien des domaines. Il ne fait pas de doute qu'il ait falsifié les données sous la contrainte. L'opinion publique a eu droit à une version édulcorée des faits.
J'ai été en contact avec plusieurs professeurs et scientifiques très intéressants qui considéraient la situation d'un œil critique. Et je croyais naïvement que les Occidentaux devaient être nombreux à penser comme eux à l'Ouest. Quand le mur est tombé et que nous avons pu avoir des relations plus étroites avec les partis politiques ouest-allemands et les savants occidentaux, nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient l'exception et que les milieux scientifiques dans leur ensemble ne valaient pas mieux à l'Ouest qu'en RDA. Ils étaient favorables au nucléaire, dénués d'esprit critique, corrompus et menteurs. Sébastien Pflugbeil est cofondateur de Neues Forum, un groupe d'action de citoyens. Le mouvement a joué un rôle central pendant la phase de démocratisation de la RDA. Il était également membre de la table ronde, le plus important comité politique dans cette phase de transition. Ich bitte die gewählten Persönlichkeiten, hier oben Platz zu nehmen. Bitte schön. En janvier 1990, Sébastien Pflugbeil participe au gouvernement en tant que ministre sans portefeuille, sur décision de Hans Modrow, alors Premier ministre. À l'époque, j'ai dit j'y vais. J'avais un objectif en tête. Je voulais avoir accès aux documents secrets sur les centrales nucléaires en RDA. Und damit auch alles auf den Tisch kommt, hat das neue Forum und die Grüne Liga ihre neuen Minister aus Ostberlin nach Greifswald geschickt. Das pannenreiche und unfallträchtige Atomkraftwerk sofort abschalten, wenn die Sicherheitsstandards unzureichend sind, lautet ihre Forderung. J'ai failli tomber à la renverse quand j'ai découvert que le gouvernement s'était tenu minutieusement informé des points faibles de ces centrales nucléaires russes, et ce depuis des années. Très vite, en quelques semaines, nous avons réalisé une expertise qui devait être publiée pour que chacun puisse la lire. Je pense que la publication de nos renseignements a en partie contribué à la fermeture des centrales dans un délai relativement court. Depuis une quinzaine d'années, je traque la vérité sur les conséquences de Tchernobyl. Je suis allé dans des hôpitaux, j'ai parlé à des médecins dans les villages, dans des centres hospitaliers de grandes villes. J'ai rendu visite à des familles dont les enfants et les parents étaient malades. You will have investigation of your blood, and then you go down for ultrasound investigation of the thyroid, and then you go to another doctor. Okay? En 89-90, plutôt en 1990, nous avons reçu quantité d'informations semi-officielles ou officieuses que nous avons diffusées. Elles ont fait l'effet d'une sonnette d'alarme dans l'industrie atomique. Et c'est là que l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, a décidé de lancer un vaste projet de recherche auquel plusieurs centaines de savants du bloc de l'Est et des pays occidentaux représentés à l'Agence internationale de l'énergie atomique ont participé. Ensuite, ils ont rédigé leur rapport. La version longue fait plusieurs centimètres d'épaisseur. La version courte, joliment illustrée et imprimée en quadrichromie, était destinée aux journalistes. On peut y lire des perles du genre « Nous n'avons pas pu constater de maladie due aux irradiations ». Notre agence a été présente dès le départ. Je me suis rendu sur place juste après l'accident.
Nos agents m'ont rejoint 2 ou 3 jours plus tard. Nous avons réalisé de nombreuses études. La plus vaste était le projet international Tchernobyl. 5 ans après la catastrophe, car avant il n'était pas question de perestroïka. Toutes les études ont confirmé que les problèmes sanitaires liés aux radiations étaient relativement faibles. On continue de mentir, on ment même de plus en plus, car plus le temps passe, plus le nombre des cas de cancer augmente. Ce n'est pas étonnant quand on sait que ceux qui ont menti à l'époque sont les mêmes que ceux qui mentent aujourd'hui. Ils sont confortablement assis sur leur derrière et détiennent le monopole de la vérité ou du mensonge, comme vous voulez. Et l'opinion ne s'en rend pas compte. Les experts qui ont analysé les retombées sanitaires des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki répartissent les maladies dues aux radioéléments en plusieurs phases. Dans la phase 1, les malades meurent directement des irradiations très élevées. 1 ou 2 mois plus tard, les victimes meurent surtout de maladies de la moelle épinière ou de déficience immunitaire. Après quelques années, le nombre des cas de cancer thyroïdien et de leucémie, notamment chez les enfants, augmente considérablement. La dernière phase atteint un pic, 15 à 20 ans après la catastrophe, avec une augmentation sensible des cancers mortels, y compris chez les individus qui ont été exposés à de faibles doses de radioactivité. En Occident, d'après ce que je sais, personne au sein des organes compétents ne s'est jamais vraiment intéressé à ce qui se passait. Personne ne voulait savoir et personne ne voulait en parler. C'est pour cela qu'un documentaire de la télévision danoise a éveillé ma curiosité. Dans le film à moscovite de l'Institut Kourtchatov, M. Tchétchirov émet une autre hypothèse. Selon lui, les émissions radioactives ont été plus importantes que ce qu'on a dit. D'après la version officielle, 96% des matières radioactives devraient être restées à l'intérieur et seulement 3%, environ 3 à 3,5% se seraient échappés. Selon moi, c'est le contraire. Je suis prêt à en parler avec tous les experts qu'on voudra, que chacun présente les données dont il dispose. On pourra confronter nos résultats et en discuter, mais en 11 ans, il n'y a pas eu la moindre discussion. On dirait que personne n'a intérêt à en discuter, pour différentes raisons. Je ne suis pas un spécialiste des réacteurs et je ne peux pas savoir si ces images ont été truquées et où elles ont été tournées. J'ai entendu dire qu'un haut fonctionnaire de l'Institut soviétique de la sûreté nucléaire se trouve en Occident et je lui fais confiance pour me dire si oui ou non ces images sont vraies, d'où elles viennent et si elles valent aussi pour Tchernobyl. Sébastien Plougbaï rencontre l'expert atomique russe Vladilène Safonov à Copenhague. Can we stop for a second? This part doesn't make me convinced. You see, this man doesn't wear any robe, special robe. This man is smoking here. You see? You can't believe that. Not to understand. Okay. How they can get permission to be, official permission to be inside this room? Can't understand. The place where they are, it's on the upper plate of the reactor. It's here. Inside of the top? Inside the reactor zone. It's here. It's here. But they should be radiated. Can't imagine if they're alive, if they're still alive. They should be radiated. This part, this exactly part makes me convinced. You see, this is geometrical size of details of reactor. It says exactly this is RBMK 1000, Chernobyl size. Let's go.
And you see, it's shocking. It's shocking. No fuel inside reactor zone. It's empty place. They're walking there, no fuel. They go without mask. Yeah. This is graphite. Yes. And one man only wearing mask. Ces images ont l'air vraies. Mais si elles sont vraies, les hommes sont vrais, eux aussi. La question est donc, comment est-ce possible qu'au cœur du réacteur, là où il devrait y avoir toute cette saloperie, des gens puissent se promener et voir ça? À mon avis, ils ont dû être fortement irradiés. Par ailleurs, un homme tel que ce Tchétchérov de Moscou, qui va à l'intérieur du réacteur pour voir ce qui s'y passe vraiment, doit être une personne remarquable. Il doit vouloir à tout prix savoir ce qui se passe. Et je crois que ça vaut la peine de le rencontrer et d'essayer d'apprendre ce qui s'est réellement passé. C'est ce que j'ai de mieux à faire pour la suite. Sébastien Plougbail se rend en Ukraine à Tchernobyl, où il a rendez-vous avec Konstantin Tchétchérov, le spécialiste de l'énergie atomique. Есть хорошая информация, вопрос, сколько конкрет внизу этого шельта, и можно видеть немножко этого, или можно видеть другие места. Это реально. Это реально сделать. Во-первых, есть фото и видеосъемки, которые являются наиболее достоверным материалом для анализа. Не говоря уже о том, что просто живы люди, которые все эти исследования проводили. Тут есть что обсуждать, и есть документальные материалы, которые позволяют с большой точностью говорить о том, что находится в нижних помещениях подреакторного пространства. Да? J'ai fait mes études à l'École supérieure de technologie de Moscou. J'ai été engagé à l'Institut de l'énergie atomique Kuratov. J'y ai travaillé jusqu'à la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Le 7 juin 1986, je suis arrivé à Tchernobyl. Ma mission était des plus modestes. Je devais survoler la zone en hélicoptère et, à l'aide d'un thermomètre à infrarouge fonctionnant à distance, essayer de déterminer la température régnant à l'intérieur du réacteur. Mon travail n'était censé durer que quelques jours, mais je suis resté plus longtemps. D'abord un mois, puis toute ma vie, on peut dire. Fait étonnant. Les mesures prises à partir de l'hélicoptère indiquent que les températures moyennes à l'intérieur du réacteur et dans les bâtiments voisins tournent autour de 24 degrés Celsius. Elles sont donc parfaitement normales. Le vol n'a révélé aucune zone exceptionnellement chaude. Nous avons exploré l'intérieur du 4e bloc après la catastrophe. Nous savions comment pénétrer dans tous les locaux. En fait, tout ce travail s'effectuait de manière non officielle, parce que officiellement, personne n'a le droit d'envoyer quelqu'un travailler dans cette zone. Et même si quelqu'un veut y aller, officiellement, personne n'a le droit de l'autoriser à s'y rendre. La première expédition a démontré que le sarcophage est tout, sauf un cercueil de béton massif et étanche. C'est une mince couverture, fissurée et trouée de partout, dans laquelle les eaux de pluie s'infiltrent et dont les oiseaux ont pris possession.
Nous avons traversé tous les locaux et longé tous les couloirs. Nous avons tout noté par écrit et le soir, nous avons fait des croquis. C'était très angoissant, surtout quand on entrait tout seul dans un local où les murs étaient inclinés et qu'on se demandait combien de temps les cloisons allaient pouvoir tenir. Si une plaque pareille te tombe dessus, personne ne pourra jamais plus te retrouver. Voilà de quoi on avait peur. C'était même ce qui nous inquiétait le plus. En ce qui concerne les vidéos, on en a tourné, je ne sais plus, 20 heures environ, peut-être plus, peut-être 30. Une énorme source de documentation, mais que personne n'a étudiée jusqu'à présent. Ça aussi, c'est paradoxal. Les données les plus fiables sur l'état du bloc après la catastrophe n'ont toujours pas été mises à profit ni analysées. Ce qui est resté dans la tête des gens, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ils peuvent l'analyser eux-mêmes, écrire quelque chose là-dessus. Mais on dirait que personne d'autre ne s'y intéresse. Puisque ces études n'ont guère suscité d'intérêt jusqu'à présent, on est en droit de se demander ce que les organisations internationales et les entreprises chargées de conduire projets et études sur la catastrophe de Tchernobyl ont fait durant toutes ces années. Le programme dont j'avais la responsabilité en tant que directeur de projet concerne la sécurité du site. L'idée initiale est de collecter toutes les informations relatives à la sécurité dans une énorme base de données, de sorte que les institutions de l'Est compétentes, qui sont les mieux informées, puissent les compiler, les vérifier et les valider avant de les rassembler dans le cadre d'un vaste projet de banque de données. Le budget de la Gesellschaft für Reaktorsicherheit, l'organisme allemand chargé de la sûreté nucléaire, provient en grande partie du ministère allemand de l'Environnement et de la Commission européenne. La GRS est en outre impliquée dans la construction d'un deuxième sarcophage par le biais de ses filiales. Le fonds Tchernobyl, créé pour construire le deuxième sarcophage, est géré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Fondée en 1991, la Banque européenne a pour objet de promouvoir le passage à l'économie de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale. Au sommet de Munich de 1992, suite à la catastrophe de Tchernobyl, le gouvernement allemand a proposé de créer un fonds de sûreté nucléaire géré par la BERD. Et depuis cette date, la banque gère aussi les projets dans ce domaine. Lors du G7 à Denver en 1997, les 7 premiers pays industrialisés du monde, l'Union européenne et l'Ukraine, élaborent le plan de financement de l'opération de renforcement du sarcophage, baptisé Shelter Implementation Plan, le plan pour la réalisation d'un massif de protection. The fundamental concept of the SIP Le SIP visait d'abord à renforcer le sarcophage pour en faire un système sûr, stable et protégé des influences extérieures. Et cela grâce à des mesures adaptées. Il ne s'agit pas d'un document qui propose des solutions techniques détaillées, loin de là. Mais il identifie les problèmes et établit logiquement la voie à suivre pour prendre les décisions techniques et programmatiques qui s'imposent au plus haut niveau. À Kiev, Sébastien Plugbail et Konstantin Tchetcherov visionnent les enregistrements vidéo du réacteur. Ils se consultent pour savoir s'ils doivent aller ensemble dans le réacteur pour évaluer les risques potentiels. En discutant avec Tchetcherov, j'ai eu le sentiment que nous étions sur la même longueur d'onde. Tchetcherov est prêt à m'accompagner à l'intérieur et à me montrer les éléments dont nous avons discuté. Nous avons aussi longuement abordé les aspects pratiques.
Не, вот эти два. Снимайте халат, вот одевайте. Das ist schon eine außerordentliche Situation. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait d'envisager sérieusement de pénétrer dans cet endroit monstrueux pour observer ce qui s'y passe. C'est difficile à expliquer. En plus, on ignore quel est le taux de radioactivité, s'il est possible de se déplacer à l'intérieur. On ne sait pas s'il y a des risques d'accident. Un truc peut s'effondrer, on peut se prendre un objet sur la tête. Il y a des impondérables. L'expédition n'est possible qu'avec Tchétcherov, car il connaît la topographie du réacteur comme sa poche. 43-й справа, вот эти. Нет, это доза. Это не мощность доза, а доза. Да. Сумма. Ungefähr 150 Mikrosievert pro Stunde. 150 миллиграмм. Jetzt gehen wir rein. L'expédition n'est pas sans danger. En effet, les combinaisons et les masques ne sont d'aucune utilité en cas de rayonnement radioactif. На 19-й ответке еще стояла группа станков, которые были установлены наверх в центральный зал. Ну, достали все, они теперь бетоном залиты. Ce qu'on ressent à l'intérieur est terrible. C'est mal éclairé, les compteurs GGR crépitent, et il faut faire attention à ne pas trébucher, à ne toucher à rien. Ces appareils font un boucan infernal. On entend à l'oreille nue que quelque chose ne va pas. C'est très impressionnant. Großteil Gerät ist ausgeschlachtet und anderweitig verwendet. Это в 86 году мы сюда зашли и оставили вот эту пометку. Здесь было... Dans les premières heures du 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl échappe à tout contrôle. La catastrophe est en marche. D'après la version officielle, c'est un vice de construction dans le réacteur qui serait à l'origine de l'accident. On incrimine aussi les opérateurs qui n'auraient pas respecté les consignes de sécurité. La déflagration qui suit est telle que la dalle supérieure et ses 2000 tonnes se soulèvent, rompant les tubes de force. L'opinion mondiale veut encore croire dans les déclarations du gouvernement soviétique qui prétend que la contamination radioactive est localisée et réduite au minimum. What you have inside is still approximately 97% of the original. Environ 97% du combustible radioactif se trouve encore à l'intérieur du réacteur. Je pense que toute l'Europe sait maintenant ce que les 3% qui se sont échappés ont provoqué à travers l'Europe, et plus loin encore.
De nombreuses études sont en cours pour déterminer les quantités de combustible encore présentes à l'intérieur. Elles ont été initiées par les expéditions de l'Institut Kourtchakov, qui ont en outre bénéficié du soutien d'autres instituts. Question. Les experts occidentaux sont-ils allés vérifier les données et les résultats sur place? Je le répète, les experts occidentaux ne mesurent rien du tout ici. C'est uniquement notre personnel qui effectue les mesures. Je veux dire le personnel ukrainien. Quant à la situation, en ce qui concerne la radioactivité, nous avons commencé à la mesurer le 26 avril. Et depuis, on continue à la mesurer quotidiennement. Au fil des ans, Konstantin Tchetcherov et ses collègues ont organisé plusieurs expéditions dans les salles situées au-dessus et au-dessous du réacteur numéro 4. Ils n'ont rencontré que de faibles quantités de combustible radioactif. En contrepartie, ils ont pu collecter des indices d'une importance capitale pour étayer leur théorie sur le déroulement de l'accident. Tout d'abord, dans l'ancienne salle du réacteur, là où se trouvait la zone active, il n'y a plus de zone active. C'est vide. Il y a quelques grosses plaques de béton armées qui sont tombées quand le toit du réacteur et toute la zone active ont sauté. Ces plaques de béton ont conservé leur peinture. La peinture n'a pas été carbonisée. Elles ont pu arriver là uniquement quand le toit s'est soulevé et à aucun autre moment ultérieur. Mais elles sont tombées là où la température était déjà retombée. Le béton lui-même, s'il avait subi une température supérieure à 70 degrés, aurait été détruit, il se serait déstructuré, effrité. Mais ce n'est pas le cas. Dans la partie basse de la zone active, ou si vous préférez dans les constructions situées sous la zone active, nous avons constaté des traces de brûlure. Sous forme de coulées, c'est très net. Les structures métalliques ont fondu ou se sont évaporées à certains endroits, alors que 15 cm plus loin, la peinture est demeurée intacte. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de mer incandescente qui serait descendue progressivement. Dans ce cas, la peinture n'aurait pas subsisté. Ce genre de détail indique que l'idée d'un réchauffement progressif est erronée. Le réchauffement s'est produit très vite, de manière très limitée par la surface et la masse fondue. L'essentiel, de toute évidence, s'est échappé par le haut. Si la thèse selon laquelle le cœur du réacteur et le combustible ont traversé la dalle supérieure et ont explosé au-dessus de la salle du réacteur se confirmait, cela pourrait expliquer pourquoi Tchetcherov a trouvé de si faibles quantités de combustible dans le réacteur. À certains endroits du réacteur, on trouve des mélanges fondus de combustible et de silicium. Mais on est loin du compte. La quantité résiduelle est largement suffisante pour arriver aux quelques 200 tonnes de combustible qui se trouvaient à l'intérieur du réacteur. Par ailleurs, cette théorie se tient dans la mesure où elle a le mérite d'expliquer comment des quantités nettement plus importantes ont pu se répandre dans la région. Les données soviétiques étant sujettes à caution, les savants occidentaux ont procédé à des mesures plus loin à l'est et ont pu démontrer une contamination radioactive. Si vraiment le taux de radioactivité était relativement faible à Tchernobyl, conformément à ce que prétend la version officielle, comment expliquer que le nuage radioactif ait pu atteindre le Japon? Question de logique. Évidemment, c'est tout le scénario de la catastrophe qui est bouleversé. Et cela change aussi la vision des dommages causés dans la région. Il faut reprendre tout à zéro, vérifier les thèses. Une grande partie des faits révélés en ce sens étaient totalement nouveaux pour moi.
So, frische Luft. Il semblerait qu'il y ait nettement plus de combustible dans le réacteur que ce qui est dit dans les rapports officiels. Nous allons approfondir la question. Une étude réalisée par le groupe Alliance, publiée en 1995 et financée par l'Union européenne, conclut que le réacteur détruit abrite des centaines de milliers de tonnes de matériaux radioactifs. Question. Un quelconque expert occidental s'est-il rendu sur place? Ou bien s'est-on contenté de reprendre les informations caduques mais officielles de 1986? Immediately after the accident, hundreds of tons of sand, boron and lead were piled on top of the nuclear core to put out a raging fire and to stop more radioactive material escaping into the atmosphere. Je n'ai pas vu les quantités en question. J'ai vu des salles immenses, vides, qui contredisent ces informations. Si on additionnait les chiffres officiels sur les énormes quantités de sable et de béton, on devrait arriver dans un bloc plus grand que le sarcophage proprement dit. Si on tient compte du fait qu'il y a de nombreuses salles vides, alors la différence entre le papier et la réalité est encore plus criante. Que font-ils là-bas depuis plus d'une décennie? Ils gardent un hangar vide. Nous sommes allés interroger le ministre allemand de l'Environnement à ce sujet. Car l'Allemagne contribue pour une grosse part à la construction du deuxième sarcophage. Nous savons qu'un des réacteurs endommagés est à l'intérieur et que ce réacteur et l'explosion ont fait de nombreuses victimes, dont des enfants, encore maintenant. Nous faisons tout pour sécuriser le site et dans le doute, nous ne prenons aucun risque. Bien sûr, si vous regardez les vidéos ou les photos du 4e bloc détruit, c'est un spectacle déchirant, évidemment. C'est insoutenable. Et bien sûr, il fallait absolument cacher cette plaie pour éviter d'avoir peur et de faire peur aux autres. Si nous consultons la documentation, les instructions techniques concernant la construction du sarcophage, la condition essentielle pour la construction du sarcophage, c'était de le construire le plus vite possible. Le facteur temps était primordial. Pendant des années, le sarcophage censé isoler le réacteur détruit n'a en fait été rien d'autre qu'une mince couverture de fortune, parcourue de fissures et de trous qui laissaient s'échapper les poussières radioactives. Le sarcophage, la structure sont instables. Il s'agissait d'une construction rudimentaire qui a été réalisée dans les conditions difficiles qui étaient celles de 1986. La stabilité du sarcophage est en cause. En dépit d'investissements massifs, peu de choses ont été faites ces dernières années pour améliorer l'état du sarcophage. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport à celle d'avant? Légèrement meilleure grâce aux réparations nécessaires qu'il a fallu faire. Le système de contrôle des émissions radioactives a été remplacé. La situation reste toutefois à haut risque en raison de l'instabilité du sarcophage et de la dangerosité de son contenu.
Il faut faire quelque chose pour éviter les accidents. Par exemple, que le sarcophage se rompe à la suite d'un tremblement de terre. L'énorme nuage de poussière qui s'échapperait alors aurait des conséquences sur la population locale, c'est sûr. Mais pour nous, en Europe occidentale et le reste du monde, il n'y a absolument plus aucun danger. En 1996, quand on a appris que sur le compte de la sécurité nucléaire de la Commission européenne chargée du programme TASIS, 565 millions de dollars avaient été dépensés uniquement en Ukraine, l'énoncé de cette somme a provoqué un choc. Parce que personne n'aurait pu soupçonner que des travaux se déroulaient ici sur une si grande échelle. Officiellement, environ 820 personnes travaillent sur ce site et sont censées assurer l'existence du chantier. On devrait donc voir des ouvriers, des monteurs ou des démonteurs en train de s'activer. Or, il n'y a personne. Autrement dit, le chantier fonctionne en quelque sorte tout seul. Mais il y a quelqu'un qui finance ces travaux intensifs. Je ne sais pas quel autre nom leur donner, des travaux invisibles, des travaux virtuels. L'argent est dépensé depuis des années. Je suis mal placé pour critiquer, car je suis moi-même censé prendre part aux travaux liés au 4e bloc après la catastrophe. Mais n'importe quel individu normal vous dira que ces travaux sont inexistants. Personne en Ukraine n'aurait même pu supposer que 10 millions avaient été dépensés en travaux. Et cette somme porte uniquement sur la période de 1992 à 1995. On entend tout et n'importe quoi. Je crois que c'est largement dû au fait que les gens ont du mal à comprendre qu'avant de mettre en œuvre un projet, il faut investir énormément dans la recherche et l'engineering. C'est ainsi que fonctionne tout projet, pas autrement. Malheureusement, on a du mal à le comprendre aujourd'hui. Le témoin de cette question que j'ai posée au gérant de ce compte de la sécurité nucléaire de la Commission européenne, M. Bonaccio, était Gerhard Botz, député du Parlement européen pour l'Allemagne. Lui aussi s'est montré profondément choqué de constater que durant tout le temps des travaux, concernant l'emploi de ces 565 millions de dollars, les rapports remis ne portaient pratiquement que sur 30% des travaux. Aujourd'hui, les fonds destinés à l'Ukraine et à Tchernobyl sont rigoureusement contrôlés. Si l'on en croit la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nos normes de contrôle sont extrêmement strictes. Je vous le dis car c'est très important. Non seulement en ce qui concerne les fonds prélevés sur nos comptes à Londres, mais nous contrôlons aussi parfaitement les fonds côté ukrainien. Nous contrôlons tous les fonds dont nous disposons. Nous veillons à ce qu'ils arrivent à destination. Nous enquêtons au moindre doute d'agissement frauduleux. Mais c'est à l'Union européenne et aux banques de contrôler les programmes européens, les programmes des banques européennes, pas à nous. La banque attribue les marchés, elle doit rendre des comptes devant les donateurs. La banque doit s'assurer que l'argent arrive aux bénéficiaires. S'il existe le moindre doute tendant à démontrer que ce n'est pas le cas, nous enquêterons.
Tandis que la machine financière tourne, les problèmes pourtant urgents restent toujours sans réponse à Tchernobyl. Que faire des déchets? C'est la question. On en parle, on fait des projets. Mais personne ne peut dire quand ils verront le jour. Quand on voit ce qui se passe ici, dans cette immense décharge, sur laquelle sont parqués des centaines d'hélicoptères, comme dans un musée de dinosaures, ça donne à réfléchir. Ici, un nouveau site de stockage des déchets hautement radioactifs est en train de voir le jour. Le projet. Les déchets radioactifs seront conservés dans des conteneurs en métal jusqu'à ce que leur radioactivité redescende à un niveau supportable. Ensuite, ils seront enterrés, comme ici dans ce champ, sans protection. La nappe phréatique est d'ores et déjà contaminée. Mais au lieu de s'intéresser en priorité aux problèmes de l'eau et des déchets, les experts occidentaux collectent des millions pour construire un deuxième sarcophage aussi coûteux qu'inutile. Après la conférence qui s'est tenue à Berlin en 2000, nous avons réuni 717 millions de dollars de dons. Je dois toujours tenir compte du taux de change à la date de la conférence. Le SIP prévoit la construction d'une deuxième enceinte et la mise en œuvre de diverses mesures de stabilisation, ainsi que la conduite d'études pilotes sur la question de l'élimination des déchets. Le fait est que l'élimination des déchets ne pourra pas voir le jour avant quelques dizaines d'années au moins, voire un siècle. Et en ce sens, la sécurité et la collecte des données est essentielle, car les générations futures n'auront pas d'accès direct aux données. La base que nous avons créée est un préalable à la résolution du problème concernant l'élimination des déchets. Cette idée est dans l'air depuis 4 ans maintenant. Et on se dit qu'en 4 ans, on aurait pu mettre pas mal de choses sur pied. Ce qui a été fait jusqu'à présent se résume à des montagnes de documents, généralement rédigés par des experts occidentaux. Les fonds ont disparu dans les poches des experts occidentaux. Et je pense que les choses ne sont pas près de changer. D'après les estimations les plus pessimistes, 90% de l'argent finira dans les poches des experts et consultants occidentaux de ce projet de sarcophage. Le reste atterrira en grande partie dans la capitale Kiev. Au final, c'est peut-être 1% des sommes totales qui sera injectée dans des mesures à la centrale. Et avec ça, on ne va pas loin. Et même si ces estimations sont exagérées, c'est du blanchiment d'argent. Et à mon avis, ces 768 millions de dollars qui apparemment se trouvent déjà sur le compte du Fonds international pour Tchernobyl vont connaître le même sort que les 565 millions de dollars d'avant 1995. Et ils n'auront pas le moindre effet en réalité et ne contribueront en rien à renforcer la sécurité de ces sites qui font toujours aussi peur à tant de monde. Depuis 15 ans, l'allégation selon laquelle 96% du combustible radioactif se trouverait encore dans le réacteur a servi les intérêts de l'industrie atomique internationale. Érigé en épée de Damoclès, le mythe du danger nucléaire suprême a aidé à collecter des fonds. Ne ferait-on pas mieux d'utiliser l'argent pour arrêter les réacteurs dangereux du type RMBK encore en service? Ces réacteurs, véritables bombes à retardement, continuent de fonctionner à proximité de villes comme Berlin, Helsinki, Prague.
L'argent pourrait venir en aide au nombre croissant des victimes qui ont laissé leur santé dans la catastrophe de Tchernobyl. Nous avons fait du chemin avec ces gens qui ont subi des dommages à cause de Tchernobyl, en passant par les tentatives de venir en aide à ces gens, et jusqu'au cœur du mal, si on peut dire. L'intérêt occidental pour les réacteurs russes est pervers quelque part. Je crois qu'il y a encore 13 réacteurs du type de celui de Tchernobyl en service. C'est scandaleux. Si on réfléchit un peu et qu'on pense à quoi ressemblerait la Ruhr après une telle catastrophe nucléaire, par exemple, ou les rives du Rhin, ou Hambourg, ça dépasse l'imagination. Dans un instant.